I loved him as a father. He was so calm. If you had a problem, he would think about Après des années de murmures de démentis et de portes closes du palais, un seul rapport de laboratoire a accompli ce que des décennies de spéculation n'avaient pas pu faire. Il a déchiré en plein cœur l'institution la plus protégée de Grande-Bretagne. Début 2025, le palais de Buckingham a été contraint de publier ce que les commentateurs royaux ont qualifié de déclaration la plus marquante du siècle. La confirmation par ADN que le prince Andrew avait engendré un enfant hors mariage a fait plus qu'humilier un membre de la famille royale déchu. Elle a rouvert de vieilles blessures concernant la vérité, les privilèges et la légitimité morale de la couronne britannique elle-même. Lorsque la déclaration officielle fut publiée, brève, stérile mais dévastatrice, elle fit le tour du monde en quelques minutes. Toutes les parties ont reçu et vérifié les résultats ADN, qui confirment un lien biologique entre le duc d'York et Alexander Campbell. Ces deux lignes firent l'effet d'une bombe sous les fragiles fondations de la monarchie. À Londres, les caméras se pressaient devant les grilles du palais de Buckingham. À New York, CNN interrompit ses programmes habituels et à Berlin, Der Spiegel qualifia cet événement de « rendre des comptes à la famille royale à l'ère de la transparence ». Le choc ne résultait pas seulement de la confirmation elle-même, mais aussi du moment choisi. La santé du roi Charles III était apparemment devenue instable après des mois d'absence publique et le prince William occupait déjà une place importante dans l'agenda royal. Il prônait la modernisation, la transparence budgétaire et une monarchie allégée. La révélation concernant son oncle est survenue au moment même où la couronne tentait de se réinventer pour une génération sceptique. La confiance du public déjà érodée par la polarisation politique et les inégalités économiques se heurtait désormais à l'image du pouvoir héréditaire et du secret. Les observateurs royaux ont rapidement établi des parallèles avec les scandales précédents, de l'abdication d'Édouard VIII à l'implosion tragique du mariage de Charles et Diana. Mais même ces moments, ont noté les historiens, étaient dictés par l'émotion et le devoir. Cette émotion était ancrée dans la science, le jugement indéniable d'un laboratoire qui balayait des siècles de mystique et de tradition. L'ADN, cet alphabet froid de l'hérédité, avait parlé plus fort que le décret royal. Partout en Grande-Bretagne, la réaction fut vive. Des manifestants se sont rassemblés devant le château de Windsor avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La vérité avant les titres » et « Trahison du sang ». Le hashtag #RoyalDNA a été tendance sur les réseaux sociaux pendant 3 jours consécutifs. Pour de nombreux citoyens confrontés à la stagnation de leur salaire et à la désillusion politique, cette histoire a cristallisé un message plus profond, la conviction que dans la Grande-Bretagne moderne, la responsabilité s'arrête toujours aux portes du palais. À l'international, la réaction fut tout aussi virulente. Les chaînes américaines, dans le climat populiste renaissant de l'administration Trump, présentèrent le scandale comme la preuve que même l'institution la plus sacrée de Grande-Bretagne ne pouvait échapper à l'ère des révélations. Les médias européens débattirent de la capacité de la monarchie à survivre à une ère post-vérité où la vie privée elle-même était devenue un champ de bataille politique. Même au sein du Commonwealth, dans des pays comme le Canada et l'Australie, des voix républicaines de plus en plus fortes s'élevèrent, arguant que l'autorité morale de la couronne s'était définitivement effondrée. En Grande-Bretagne, cependant, le débat est devenu plus intime, plus conflictuel. Les générations plus âgées ont éprouvé du chagrin, le sentiment que quelque chose d'irremplaçable avait été endommagé. Les jeunes spectateurs, notamment sur TikTok et Reddit, ont ressenti une fascination mêlée de mépris. Ils ont décortiqué les chronologies exhumées des photos d'archives et raillé la réaction tardive du palais par la satire numérique. La monarchie, autrefois symbole de continuité, se retrouvait désormais sous l'emprise d'un public agité et influencé par les algorithmes. En coulisses, les conseillers royaux tentèrent de contenir la crise. Des sources proches du palais indiquèrent au Guardian que le roi Charles se sentait personnellement trahi, non seulement par le scandale lui-même, mais aussi par les années de silence de son frère. Le roi aurait convoqué d'urgence ses principaux conseillers à Clarence House, exigeant une stratégie de communication capable de protéger l'institution sans paraître trompeuse. Mais chaque tentative de retenue ne fit qu'attiser la suspicion du public. Le silence, autrefois la meilleure défense de la famille royale, était devenu son arme la plus dangereuse. Pendant ce temps, le prince Andrew se retirait dans sa résidence de Windsor. Il refusait tout commentaire hormis une brève déclaration écrite qualifiant l'affaire de privée et profondément personnelle. Mais le mot « privé » était empreint d'une ironie amère. Rien de royal n'était jamais privé. Chaque nouvelle révélation, chaque fuite, chaque interview d'experts transformait sa discrétion en aveu de culpabilité. Même les correspondants royaux expérimentés ont admis que les conséquences étaient différentes cette fois-ci. « Ce n'est pas seulement un scandale », a déclaré la Eleanor Smythe, analyste à la BBC. C'est une crise morale. Lorsque le pouvoir d'une monarchie repose sur le caractère sacré de la lignée et que cette lignée est remise en question, scientifiquement et irréfutablement, tout devient négociable.
À Westminster, les dirigeants politiques ont rapidement adhéré au discours. Les membres de l'opposition ont exigé une révision parlementaire du financement royal, arguant que l'argent public n'était pas destiné à soutenir les membres de la famille déshonorée. Le Premier ministre Rishi Sunak, interpellé par les journalistes lors d'une conférence de presse, a appelé au respect et à la retenue, mais les dégâts étaient déjà visibles. Les sondages YouGov, réalisés fin mars 2025, ont montré que la confiance du public envers la monarchie avait atteint son plus bas niveau historique, plus de la moitié des personnes interrogées étant favorables à une transition vers une république. Et pourtant, au milieu de toute cette indignation et de cette fascination, une question plus profonde a commencé à émerger transcendant les ragots et la politique. Si la vérité elle-même pouvait déstabiliser un empire bâti sur la tradition, qu'est-ce que cela signifiait pour la survie de l'institution? Au XXIe siècle, 1000 ans de cérémonies et de secrets pourraient-ils résister à l'épreuve de la science moderne, de la transparence et du jugement numérique? Alors que le palais de Buckingham se préparait à la prochaine vague de tempêtes, procès mémoire et peut-être même une enquête constitutionnelle, une chose était devenue claire, il ne s'agissait pas seulement de l'histoire d'un prince et d'un test de paternité. C'était le reflet d'une époque où aucun trône, aucun titre, aucun nom n'était à l'abri du pouvoir de la vérité. Alors que le palais faisait la une des journaux du monde entier, le cœur de cette histoire commençait loin des couloirs de marbre du pouvoir dans un quartier paisible d'Édimbourg, où un homme nommé Alexander Campbell avait passé sa vie à fuir les projecteurs. À 42 ans, Campbell n'était ni une célébrité, ni un avide de scandale, mais un architecte qui avait bâti sa carrière en concevant des espaces modestes et humains, école, bibliothèque, maison, privilégiant la lumière et le calme à la grandeur. Ses amis le décrivaient comme un homme de sang-froid, précis et presque égocentrique. Rares étaient ceux qui auraient pu imaginer que sa quête de vérité personnelle déclencherait un jour une crise royale. Pendant des décennies, Campbell avait vécu dans l'ombre d'un doute qu'il ne pouvait expliquer. Sa mère, une infirmière à la retraite, avait toujours parlé de son père sur un ton vague et dédaigneux. Il n'y avait ni photo ni antécédent familial. Seulement un silence gêné chaque fois que la question était posée. Mais dans ces derniers jours, la maladie l'ayant frappée, elle décida que le silence ne pouvait plus protéger le passé. Selon ses aveux, elle avait rencontré le prince Andrew pendant ses années dans la marine au début des années 1980. Leur relation fut brève mais sincère, dissimulée derrière des lettres codées et des rencontres secrètes. Lorsqu'elle tomba enceinte, un arrangement secret fut conclu pour garantir la discrétion. Cette révélation murmurée dans l'air de l'hôpital, légèrement parfumée de désinfectants, bouleversa l'univers de Campbell. Ce n'était pas de la colère, confia plus tard un ami proche au Scotsman. C'était de l'incrédulité. Il ne voulait ni palais ni titre, il voulait une réponse. Pendant 2 ans, Campbell garda cette révélation secrète, partagée entre le chagrin et l'incertitude. Mais lorsque des rumeurs sur sa ressemblance avec le duc commencèrent à circuler en ligne, il comprit que l'histoire risquait de s'évanouir. Début 2024, il a décidé d'agir non pas par la presse People, mais par la voie judiciaire. Ses avocates du cabinet Thomson & Finch d'Édimbourg ont déposé une requête silencieuse auprès de la Haute Cour, invoquant son droit garanti par la loi sur les droits de l'homme à connaître ses origines biologiques. La démarche était audacieuse mais soigneusement argumentée. Il ne demandait ni héritage, ni titre, ni publicité, mais seulement un test ADN, pour confirmer ou infirmer la vérité. Il ne s'agit pas d'une revendication de richesse, a déclaré son avocat dans les documents judiciaires. Il s'agit d'une revendication d'identité. Au départ, l'affaire n'a guère retenu l'attention des médias. La Grande-Bretagne était absorbée par une période politique mouvementée marquée par des partis populistes remettant en cause des institutions établies de longue date et par le gouvernement du Premier ministre Sunak peinant à se maintenir face à la montée des protestations contre le coût de la vie. Mais dès qu'un simple blogueur juridique a publié les documents judiciaires en ligne, la tempête numérique a éclaté. En quelques heures, les réseaux sociaux ont débordé de spéculations, de photos juxtaposées et de généalogistes amateurs à la recherche de similitudes. Même des médias internationaux comme Reuters et BBC News ont prudemment rapporté l'existence d'une revendication confidentielle de paternité impliquant un membre haut placé de la famille royale. Lorsque le palais refusa de commenter, le silence devint pesant. Du jour au lendemain, le procès silencieux de Campbell devint une obsession nationale. Des journalistes campèrent devant sa petite maison mitoyenne, des paparazzis traquèrent sa famille et les magazines People publièrent tout de ses notes à son café préféré. Pourtant, Campbell refusa de parler. Cette dignité stoïque, son refus de profiter du chaos, gagna la sympathie du public. Il fut perçu non pas comme un intrigant, mais comme un homme acculé par des circonstances qu'il n'avait jamais recherchées. À l'été 2024, l'affaire atteignit un tournant.
Des rumeurs circulèrent au sein du palais selon lesquelles le roi Charles avait été personnellement informé de l'affaire et que le prince William jugeait ce silence intenable. Pour la monarchie déjà accablée par des accusations de privilèges et de secrets dépassés, une nouvelle opération de dissimulation médiatisée menaçait de tourner au désastre. Comme l'a noté un chroniqueur du Guardian, à l'ère des fuites d'ADN et de données, la notion de vie privée royale est devenue une contradiction. Lorsque le tribunal a officiellement ordonné le test ADN, la détermination de Campbell s'est renforcée. Ses amis disent qu'il comprenait la gravité de ce qui allait se passer, prouver la vérité pouvait détruire la réputation de plus d'un homme. Mais il savait aussi que le silence serait une condamnation à perpétuité. Il m'a dit, se souvient un collègue, « Si je ne le fais pas maintenant, mes propres enfants hériteront de la même question que j'ai portée toute ma vie. » À mesure que l'affaire se déroulait, l'opinion publique était profondément divisée. Les monarchistes l'accusaient d'opportunisme, d'autres le louaient comme un symbole d'intégrité dans un pays excédé par le deux poids, deux mesures. Les talk-shows débattaient de la capacité du code moral de la monarchie à survivre à la responsabilité moderne. Les commentateurs de la BBC établissaient des parallèles avec l'interview de Meghan et Harry des années plus tôt, un autre conflit entre vérité privée et image publique. Entre-temps, les juristes ont commencé à évaluer les implications plus larges. Si la thèse de Campbell était prouvée, cela pourrait-il affecter les droits d'héritage, voire la succession royale? La plupart des juristes ont convenu que ce n'était pas possible, les lois sur les mariages extra-conjugaux demeurant inchangées, mais ils ont également reconnu que les conséquences symboliques seraient énormes. L'important n'est pas de savoir qui occupe le trône, a déclaré le professeur Jonathan Ruiz de l'université de Cambridge. Il s'agit de savoir si le trône peut encore inspirer le respect moral à une époque qui exige l'honnêteté. Alors que 2024 laissait place à 2025, la détermination discrète de Campbell fit de lui une figure nationale inattendue. Il refusa les interviews, donna des fonds non sollicités à des œuvres caritatives pour enfants et continua de travailler dans son petit atelier d'architecture. Sa retenue sereine contrastait fortement avec le silence austère du palais et ce contraste alimenta un discours public simple, le citoyen honnête face au monarque réticent. En janvier 2025, la pression a atteint son paroxysme. Sur conseil juridique et sous l'attention croissante des médias, le prince Andrew a accepté de fournir un échantillon d'ADN sous de strictes conditions de confidentialité. La procédure devait être réalisée en Suisse pour garantir la neutralité, mais l'information concernant le test a fuité avant même que les échantillons ne soient scellés. Dès lors, l'histoire est devenue invérifiable. Ainsi, tandis que la nation retenait son souffle, la quête personnelle de vérité d'un homme se transforma en un spectacle mondial, une épreuve non seulement sanglante mais aussi de foi. Dans un monde où chaque institution revendique la transparence mais craint la révélation, le défi silencieux d'Alexander Campbell avait placé la monarchie elle-même sous le regard implacable de la responsabilité moderne. Lorsque l'ordre de test parvint au palais de Buckingham, la réaction fut immédiate et chaotique. Des courtisans passés maîtres dans l'art du silence depuis des décennies se trouvèrent soudain confrontés à une situation où le silence lui-même n'était plus une option. La devise ancestrale de la monarchie, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, avait survécu aux guerres au divorce et aux abdications, mais pas à l'ère des algorithmes où chaque secret devient une énigme numérique à résoudre. Dans les salles dorées de Clarence House, des réunions de crise se tenaient presque quotidiennement. Le roi Charles III, qui avait consacré la majeure partie de son règne à moderniser l'institution, était désormais contraint de prendre ce que ses conseillers décrivaient comme la décision la plus difficile de sa vie. Le palais devait-il coopérer pleinement au risque d'être humilié, mais de préserver sa crédibilité, ou devait-il être réduit au silence et risquer la colère publique? Selon le Times, la colère du roi s'exacerbait à plusieurs reprises lors de ses réunions privées. « Si nous ne contrôlons pas le récit, aurait-il déclaré à ses conseillers, le récit nous dominera. » La présence du prince William à ces réunions ajoutait à la tension. L'héritier du trône rêvait depuis longtemps d'une monarchie plus légère et plus responsable, moins encombrée par les scandales et les excès. Il était connu pour son goût pour l'audace tandis que son père s'accrochait encore à la prudence et à la tradition. Les proches du palais qualifiaient dans leur conversation de glaciale. Guillaume voyait dans cette crise une occasion de purification, une étape douloureuse mais nécessaire pour restaurer l'autorité morale. Cependant, Charles craignait qu'une révélation excessive de la vérité ne vienne perturber le peu d'unité qui subsistait dans une institution fatiguée. Le conflit générationnel était indéniable. Un courtisan de haut rang déclara plus tard au Guardian « Ce n'était pas seulement une question d'ADN ». Il s'agissait de savoir quel type de monarchie la Grande-Bretagne souhaitait en 2025, la monarchie discrète et cérémonielle de Charles ou la transparence conflictuelle de Guillaume.
Pendant ce temps, la reine consort tentait une médiation préconisant un compromis, une brève déclaration factuelle combinée à des réformes internes discrètes. Mais ces supplications furent noyées dans le tourbillon de conseillers et d'équipes juridiques et de conseillers de presse, chacun suivant une voie différente. Le cabinet du Lord Chamberlain exigea une réfutation juridique complète invoquant la jurisprudence et la dignité. Le service de communication de la famille royale affirma que la transparence était le seul moyen d'éteindre les flammes. En coulisses, les représentants du prince Andrew eux-mêmes menacèrent d'engager des poursuites insistant sur le caractère privé de l'affaire et son caractère potentiellement diffamatoire. Mi-février 2025, la pression monta en flèche. L'annonce du prochain test ADN fut divulguée aux médias internationaux apparemment par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte du centre de test suisse. Du jour au lendemain, toutes les chaînes de BBC News à Fox en passant par Al Jazeera publièrent le même titre. Le scandale de paternité du prince Andrew se propage à l'échelle mondiale. Des camionnettes de retransmission satellite stationnèrent devant les grilles du palais des drones survolèrent Windsor et des manifestants exigèrent que le duc soit retiré de la liste de paix royale. Dans ce climat, le roi Charles convoqua ce que les initiés appelèrent un conseil de guerre royal. Parmi les participants, figurait le prince William, secrétaire particulier du roi des conseillers juridiques du Trésor et fait rare des représentants du ministère de l'Intérieur. L'ordre du jour était simple mais impossible: comment préserver l'intégrité de la monarchie sans jeter de l'huile sur le feu. William prônait une transparence radicale invoquant la responsabilité moderne. « Nous ne pouvons pas protéger l'institution en nous cachant de la vérité », a-t-il déclaré selon un participant. « Nous la protégeons en l'affrontant. » Son père rétorqua que l'histoire avait privilégié la retenue à la panique. « La force de la monarchie, » répondit Charles, « a toujours été la patience. Laissons la vérité émerger par les voies appropriées et non par les masses. » Mais la foule n'a pas attendu plus longtemps. Tandis que les tabloïds britanniques publiaient des sources exclusives des plateformes en ligne comme X, anciennement Twitter, et TikTok analysaient chaque image des anciennes interviews d'Andrew. Des mèmes se moquaient du secret royal. Des pétitions exigeaient une divulgation complète. L'opinion publique n'était plus à la curiosité, mais à la colère alimentée par des années de crise, du coût de la vie et de frustration face à un sentiment de deux poids, deux mesures. Pour les Britanniques ordinaires aux prises avec une inflation record et des prix de l'énergie, l'image d'un prince se soustrayant à un test de paternité symbolisait tout ce qui ne va pas avec le privilège et le pouvoir. Pendant ce temps, la couverture médiatique étrangère a aggravé la situation. Aux États-Unis, les chaînes de télévision ont établi des comparaisons avec les scandales à Washington. Sous le second mandat de Donald Trump, la rhétorique populiste avait ravivé le mépris pour l'hypocrisie des élites. Même la couronne britannique, a déclaré un présentateur de Fox News, ne peut pas éternellement éluder la vérité. Les médias européens ont fait écho à ce sentiment. Le Monde a posé la question sans détour: si les Windsor ne peuvent dire la vérité sur leur propre sang, comment peuvent-ils prétendre servir leur peuple? Parallèlement, les réformes de la monarchie visant à assurer la transparence financière furent discrètement gelées. Les projets de rationalisation des dépenses royales et de réduction du financement public, réformes que Guillaume préconisait depuis longtemps, furent reportés. Cindy, les comptables du palais, se concentrant désormais sur les frais juridiques et la gestion des médias. L'ironie était frappante: une institution qui cherchait à paraître plus moderne était paralysée par le scandale même qui exigeait sa modernisation. En mars 2025, les divisions internes éclatèrent au grand jour. De hauts courtisans divulguèrent des informations contradictoires aux journalistes, certains présentant Charles comme indécis, d'autres Guillaume comme téméraire. L'unité autrefois impénétrable du palais ressemblait désormais à un champ de bataille. L'ancien attaché de presse royal, Richard Fitzwilliams, déclara à Sky News: « Nous assistons au plus grand test de résistance constitutionnelle depuis la crise de l'abdication. » André resta silencieux pendant tout ce temps. Son isolement au sein de la loge royale s'accentua. Ses rares amis restants le décrivaient comme colérique, acculé et rebelle. Il aurait accusé son frère et son neveu de l'avoir lâché en pâture. Mais au palais, rares étaient ceux qui manifestèrent de la compassion. Même Charles, secrètement tiraillé entre loyauté familiale et devoir institutionnel, commença à envisager l'impensable: exclure définitivement André de la vie royale. Alors que la crise s'éternisait, une vérité indéniable émergea: il ne s'agissait plus seulement d'un passé scandaleux. Il s'agissait d'une lutte pour le contrôle de l'avenir de la monarchie. Entre secret et survie lignée et responsabilité, l'ancien et le nouveau monde. Le palais ne pouvait plus retarder ce que la science avait déjà conclu. L'enveloppe contenant les résultats était en route depuis Genève, et une fois ouverte, aucun décret royal ne pourrait la refermer. Lorsque l'enveloppe scellée de Genève arriva enfin à Londres, elle portait le poids des siècles.
Elle ne portait aucune armoirie royale, seulement l'insigne discret du Sterling Genetics Institute, un laboratoire de renommée mondiale auquel les gouvernements et les tribunaux internationaux accordaient leur confiance. Pour les courtisans royaux qui supervisèrent sa livraison, l'absence de cérémonie était symbolique. Ce n'était pas une question de tradition ou de prestige, c'était la science pure et impitoyable qui franchissait les défenses dorées de la couronne. La collecte de données a été effectuée avec la précision d'une opération d'État. Fin février 2025, le prince Andrew a été conduit sous haute surveillance dans une suite médicale privée située dans l'un des domaines royaux. 3 témoins étaient présents, un médecin indépendant, un représentant de l'équipe juridique d'Alexander Campbell et l'avocat d'Andrew. Chaque déplacement a été documenté. Les écouvillons ont été scellés dans des tubes inviolables, chacun portant un numéro de code et conservés dans une boîte sécurisée. Pendant ce temps, à Édimbourg, Alexander Campbell a subi la même procédure selon des protocoles identiques. Son échantillon a été transporté par courrier diplomatique au laboratoire suisse où les 2 échantillons ont été traités sous surveillance constante. L'objectif était une neutralité absolue, garantir l'absence de manipulation, l'absence de fuite et l'impossibilité de contestation une fois les résultats connus. Une atmosphère presque respectueuse régnait au sein du Sterling Institute. Les techniciens liés par de stricts accords de confidentialité comprenaient qu'ils manipulaient des données susceptibles de redéfinir l'histoire royale. Leur tâche n'était pas d'interpréter mais de confirmer. Grâce à l'analyse STR Short Tandem Repeat, la référence en matière de tests de paternité moderne, ils ont examiné plus de 20 marqueurs génétiques et comparé les schémas transmis de parents à enfants. Le calcul était mécanique, mais les implications étaient considérables. En moins de 48 heures, les données ont livré leur histoire. Chaque marqueur était parfaitement aligné. La probabilité statistique dépassait 99,999%. En termes scientifiques, une certitude absolue. L'homme identifié comme l'échantillon B portait la même signature paternelle que l'échantillon A. Le duc d'York, le prince Andrew, était sans conteste le père biologique d'Alexander Campbell. Lorsque les résultats furent imprimés et scellés dans une enveloppe diplomatique, le généticien en chef aurait déclaré « Il ne reste plus de mystère, seulement des conséquences ». Cette simple phrase divulguée plus tard au Daily Mail résumait l'essence du dilemme de la monarchie. Pendant des siècles, le pouvoir royal s'était nourri de symboles couronne, serment et droits divins. Mais ici, à l'ère de l'ADN, la vérité ne se mesurait plus à l'approbation divine mais à l'échelle des molécules. L'enveloppe retourna en Grande-Bretagne sous escorte diplomatique. À son arrivée au palais Saint-James, elle fut remise directement au secrétaire particulier du roi et ouverte en présence de représentants légaux. Des témoins décrivirent plus tard la salle comme silencieuse, presque figée pendant la lecture du rapport. Pas de proclamation royale, pas de héros, juste la finalité stérile de la science dépouillant toute trace de mythe. Le prince Andrew, informé en privé plus tard dans la soirée, aurait refusé d'y croire. « C'est impossible », a-t-il déclaré à son équipe selon le Télégraphe, mais le déni n'a pas résisté aux données. En moins de 24 heures, l'équipe de communication de crise du palais de Buckingham s'est réunie pour rédiger une réponse alliant reconnaissance et retenue. La formulation choisie, un lien biologique a été confirmé, était clinique dénuée d'émotions d'excuses et de recours. C'était une déclaration conçue pour résister à un examen juridique et non à la douleur humaine. Pourtant, le monde a plus besoin d'émotions que de légalité. La froideur du langage n'a fait qu'intensifier l'indignation publique. Les analystes royaux ont critiqué le palais pour n'avoir pas saisi l'ampleur émotionnelle du moment. Ils ont réagi comme s'il s'agissait d'une erreur de tableur, a noté le Dr Anna Whitelock, historienne de renom sur BBC Newsnight. Mais il s'agit de la crise la plus humaine de l'histoire de la monarchie. Le paradoxe était flagrant. La science avait apporté la certitude, mais la certitude n'offrait aucune paix. Le public voyait dans le test ADN le reflet de sa propre désillusion, la vérité révélée, mais l'empathie niée. Même les partisans de la monarchie peinaient à défendre le détachement du palais. S'ils ne peuvent faire preuve de compassion envers l'un des leurs, écrivait The Guardian, comment peuvent-ils prétendre servir le peuple ? À l'échelle internationale, cette révélation a suscité des débats sur l'avenir du pouvoir héréditaire au XXIe siècle. Au Canada et en Australie, les mouvements pro-républicains ont retrouvé un regain d'énergie. En Allemagne et en France, les commentateurs se sont interrogés sur la capacité de la monarchie constitutionnelle britannique, fondée sur la filiation, à conserver sa légitimité morale, alors même que la filiation elle-même était remise en question. Pendant ce temps, Alexander Campbell gardait le silence. Il refusait les interviews, éteignait son téléphone et disparaissait de la scène publique. Ses amis disaient qu'il était bouleversé mais soulagé. Non pas triomphant, mais simplement apaisé. Il n'a jamais voulu détruire qui que ce soit, a déclaré un collègue. Il voulait juste que la vérité cesse de le blesser. De retour à Londres, le palais se préparait à la phase suivante, la fuite.
Quelques heures après la communication du rapport à la Cour, des fragments de données apparurent en ligne. Un membre de la chaîne de traçabilité l'avait murmuré à la presse et les gros titres titraient « Sang royal confirmé ». L'ascense autrefois cachée sous scellé était désormais devenue virale. Et à l'ère de la transparence mondiale, il n'y avait aucun moyen de la contenir. La monarchie ne pouvait plus invoquer la dignité ni le droit divin. Le public avait vu les chiffres, lu les conclusions et s'était fait son propre jugement. En une seule semaine, l'institution qui avait résisté aux guerres, aux divorces et aux révolutions politiques fut détruite non par une rébellion ou un scandale, mais par des résultats de laboratoire imprimés sur du papier blanc. La vérité n'avait ni couronne, ni hymne, ni faste. Elle existait tout simplement. Et à mesure que cette vérité se répandait sur les écrans et dans les gros titres, elle devenait de plus en plus claire. Si même le sang royal pouvait être mesuré, vérifié et exposé, quel mystère reste sacré dans le monde moderne. Lorsque le palais de Buckingham a finalement publié sa brève et prudente déclaration, il était déjà trop tard. La vérité avait échappé à sa cage dorée. En quelques minutes, l'expression « lien biologique confirmé » dominait toutes les émissions et tous les fils d'actualité. Partout en Grande-Bretagne, les présentateurs télé ont interrompu les programmes habituels, des drapeaux rouges ont été hissés. Et en moins d'une heure, l'histoire s'était répandue sur tous les continents. La monarchie, symbole de secret et de continuité, avait été démasquée par une technologie qui ne lui devait aucun respect. Devant les portes du palais, la foule grossissait. Manifestants, touristes fidèles de la famille royale et critiques se mêlaient avec une fascination maladroite. Certains brandissaient leur smartphone, d'autres brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Plus de mensonges » et « End the privilege ». Une femme d'une soixantaine d'années a déclaré à BBC News « Il ne s'agit plus d'Andrew, il s'agit de tout ce que cette famille nous a caché ». L'émotion de la foule reflétait l'état d'esprit national, l'incrédulité mêlée à l'épuisement. Le lendemain matin, les principaux journaux étaient partagés entre indignation et réticence. Le Times qualifiait l'événement de « l'heure de vérité de la couronne ». Le Guardian titrait plus insolent « L'ADN ne ment pas, le palais doit enfin le faire ». Même le Daily Mail, toujours fidèle à la tradition royale, publia un éditorial s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles la famille avait choisi le silence plutôt que la franchise pendant si longtemps. Sur les ondes radiophoniques, des auditeurs exigeaient la révocation des titres restants du duc, tandis que d'autres appelaient à la compassion, arguant que les péchés du secret n'étaient pas le fait d'un seul homme, mais d'une institution qui privilégiait l'image à l'empathie. Le monde numérique était moins clément. Sur X, le hashtag #RoyalDNA avait dépassé les 10 millions de publications en 24 heures. Les mèmes ont inondé Internet des images de tubes à essai surmontés de minuscules couronnes de faux arbres généalogiques remontant la lignée des Windsor jusqu'à des fioles de laboratoire. Des humoristes de fin de soirée à New York et Berlin ont transformé le scandale en plaisanterie, tandis que des vidéos satiriques accumulaient des millions de vues. Mais sous l'humour se cachait quelque chose de plus sombre, une colère collective face au fait que la monarchie même, après des décennies de réformes modernes, semblait encore se croire au-dessus de la vérité ordinaire. Alors que le palais s'efforçait de contenir les dégâts de hauts responsables, convoquèrent une nouvelle réunion d'urgence. Une transcription divulguée et obtenue par The Guardian décrivait le ton comme de la panique. Des consultants en relations publiques préconisèrent une déclaration émouvante rendant hommage à Alexander Campbell, un geste d'humilité susceptible d'apaiser la tempête. Mais des avocats avertirent des répercussions juridiques et des complications liées à l'héritage. Finalement, ils optèrent pour une distanciation stérile. Le prince Andrew répondit par une simple phrase « Il s'agit d'une affaire familiale privée et j'en discuterai en privé ». Ce fut une erreur de calcul désastreuse. Aux yeux du public, ces mots ont été perçus comme du mépris. Une affaire privée, a demandé un présentateur d'ITV en direct. Quand on vit dans des palais financés par le public, des commentateurs de tous bords ont condamné la réponse inexpressive d'Andrew. Le spécialiste des relations publiques Mark Borkowski a déclaré à Sky News « La monarchie a non seulement perdu le contrôle du récit, mais elle a aussi perdu le contact avec l'élément humain. Les gens voulaient des remords, ils ont eu droit à la bureaucratie. » Alors que le scandale s'amplifiait, la pression s'intensifiait sur le roi Charles et le prince William pour qu'ils prennent des mesures décisives. Des pétitions en ligne ont circulé exigeant qu'Andrew soit déchu de ses derniers titres honorifiques, dont celui de duc d'York. En 72 heures, plus d'1 demi-million de signatures avaient été recueillies. Même des députés se sont joints à la mobilisation. La députée conservatrice Caroline Nockes a déclaré « Il n'est plus possible pour le prince Andrew de conserver un quelconque lien public avec la couronne ». Les représentants du Parti travailliste sont allés plus loin en proposant une loi visant à officialiser les procédures de déchéance des titres royaux dans des circonstances exceptionnelles.
Dans le même temps, les sondages affichaient les pires scores d'opinion publique de l'histoire moderne pour la monarchie. Selon YouGov, l'approbation du public avait chuté à seulement 30%, les jeunes Britanniques étant à la tête des appels à un référendum sur la monarchie elle-même. Le mouvement républicain, autrefois marginal, longtemps considéré comme insignifiant, s'est soudain retrouvé au cœur du débat général. Pendant ce temps, Alexander Campbell restait largement invisible. Ses avocats lui envoyèrent une brève lettre demandant le respect de sa vie privée et confirmant qu'il ne réclamait aucune compensation financière. Mais les journalistes n'y résistèrent pas. Ils fouillèrent son passé, son éducation, sa carrière et même ses projets architecturaux. Le ton de la plupart des portraits était étonnamment bienveillant. « Il a de la dignité », écrivait The Scotsman. « Il n'a jamais voulu être membre de la famille royale. Il voulait juste être vu. » Dans la couverture médiatique internationale, les réactions ont oscillé entre fascination et pitié. Der Spiegel en Allemagne a qualifié l'affaire de tragédie shakespearienne en temps réel. Le New York Times a publié un article intitulé « Quand l'ADN renverse une dynastie », analysant comment la transparence numérique a sapé la mystique du pouvoir à travers le monde. Sur Fox News, les commentateurs ont lié ce scandale à des discours populistes plus vastes, prouvant selon eux que l'élite ne pouvait plus se cacher derrière des cérémonies. Même l'Osservatore Romano du Vatican a réagi, qualifiant cet événement de parabole morale à l'ère de l'information, la vérité sans pitié devient cruauté. Cette phrase a été largement reprise, présentant le scandale comme un événement plus vaste que des ragots, un réexamen culturel entre science et sainteté, vie privée et responsabilité. Au sein de la famille royale, les tensions se creusaient. Des sources ont confié au Télégraphe que le roi Charles était à la fois furieux et profondément attristé. Le prince William, qui soutenait son père, aurait réclamé des mesures disciplinaires immédiates afin de démontrer la responsabilité de la monarchie. Mais Andrew résista à tout rapprochement et refusa de s'excuser publiquement ou de rencontrer Campbell en privé. Le duc, autrefois fier isolé dans la loge royale, était décrit comme un fantôme dans sa propre famille. Les conséquences financières ne se sont pas fait attendre. Plusieurs des partenaires commerciaux restants d'Andrew ont retiré leur soutien. Des organismes caritatifs ont discrètement rompu leurs liens. Même ses services de sécurité privée ont été scrutés, ses détracteurs se demandant pourquoi les contribuables continuaient de financer la protection d'un homme qui ne représentait plus la couronne. Alors que la tempête s'intensifiait, la Grande-Bretagne se trouvait confrontée à des questions autrefois impensables. La monarchie, institution si intimement liée à l'identité nationale, pouvait-elle survivre dans un monde qui privilégie les preuves aux fastes et aux apparats ? Cette révélation serait-elle considérée comme une correction douloureuse ou comme le début de la fin? Pour l'instant, il n'y avait pas de réponse. Seul l'écho de cette phrase clinique, lien biologique confirmé, résonnait dans chaque gros titre et chaque conversation. La science avait parlé. Le palais était tombé, et le peuple, pour la première fois depuis des générations, ne se contentait plus de murmurer. Il exigeait le changement. Des semaines après la confirmation ADN, la Grande-Bretagne était encore sous le choc. La tempête avait dépassé les tabloïds et les talk-shows, elle était devenue un débat national sur la confiance, le pouvoir et l'importance de la famille royale elle-même. Le palais de Buckingham restait sous un siège invisible, non pas de la part de foules en colère, mais du doute public. Même les royalistes traditionnels qui défendaient autrefois la vie privée de la famille murmuraient désormais que quelque chose d'irréversible s'était brisé. À l'intérieur du palais, les couloirs autrefois jalonnés de cérémonies avaient été transformés en zone de contrôle des dégâts. Le roi Charles, selon des sources proches du dossier cité par le Times, était physiquement et émotionnellement épuisé. Son projet de longue date de modernisation de la couronne, par la maîtrise des dépenses, la promotion d'objectifs environnementaux et l'alignement de la monarchie sur les valeurs du XXIe siècle, avait été contrecarré par un scandale ancien. La résistance de son frère et la réaction hésitante du palais ont rendu ces réformes vaines. Pendant ce temps, le prince William s'imposait comme le visage officieux de la Restauration. Fin avril 2025, il prononça un discours soigneusement rédigé lors d'un forum de jeunes à Manchester. Sans mentionner directement Andrew ni le scandale, il évoqua le pouvoir inébranlable de la vérité et la nécessité pour chaque fonctionnaire, même celui né pour le devoir de gagner le respect du peuple par son intégrité. Le public applaudit, les journaux saluèrent sa retenue et les commentateurs y virent un aperçu de l'avenir possible de la monarchie plus légère, plus responsable et moins soumise au secret. Mais derrière cette image pleine d'espoir, les fissures se creusaient. Des reportages du Guardian et de Sky News suggéraient un fossé glacial entre le père et le fils. Charles, imprégné de traditions royales, considérait les confessions publiques comme dangereuses. William considérait le silence comme fatal. C'est le combat entre l'image et l'honnêteté, a déclaré le Dr Anna Whitelock, historienne à la City University de Londres. Charles croit toujours que la monarchie survit grâce au mystère. William sait qu'elle ne peut survivre que par la révélation. Hors des murs du palais,
les conséquences institutionnelles étaient déjà visibles. Plusieurs pays du Commonwealth, dont le Canada, la Jamaïque et la Barbade, ont relancé le débat sur la destitution du monarque britannique de son poste de chef d'État. À Ottawa, des députés ont évoqué les récentes controverses royales lors des discussions sur l'indépendance constitutionnelle. À Kingston, le Premier ministre jamaïcain a déclaré aux journalistes « Une nation qui s'agenouille encore devant la couronne d'une autre ne peut être pleinement fière ». Ces mots ont provoqué des acclamations et le sentiment que l'influence mondiale de la dynastie Windsor s'érodait lentement mais sûrement. De retour en Grande-Bretagne, la pression publique en faveur de réformes s'intensifiait. Des pétitions circulaient pour réclamer des audits des dépenses royales, tandis que des militants réclamaient des lois conférant au Parlement le pouvoir de contrôler les prérogatives royales en cas de mauvaise conduite. The Independent a qualifié cette période de « l'aube d'un réveil constitutionnel ». Les sondages ont montré que près de 60% des Britanniques de moins de 30 ans étaient favorables à une transition vers un chef d'État élu, un chiffre impensable 10 ans plus tôt. Mais au milieu de la colère, il y avait aussi de la compassion, non pas envers la famille royale, mais envers la figure silencieuse qui avait inconsciemment changé l'histoire. Alexander Campbell, toujours installé à Édimbourg, fit une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat « J'espère que cette vérité apportera la paix et non la division ». Ces 12 mots eurent plus d'écho que n'importe quelle annonce du palais. Ils étaient humbles, mesurés et humains, tout ce que les réponses de la monarchie n'avaient pas été. Malgré tout, le coût humain fut énorme. La vie privée de Campbell avait été violée. Il a dû faire face à une couverture médiatique intrusive, à des paparazzis devant sa maison et à d'interminables spéculations quant à sa revendication de droit d'héritage. Mais ses proches ont confié au Scotsman qu'il restait calme. Il est fier de sa mère, a confié un ami. Il n'a jamais recherché la célébrité. Il voulait la reconnaissance. Pendant ce temps, le monde du prince Andrew s'écroulait. Son patronage royal lui fut discrètement retiré, ses apparitions publiques annulées indéfiniment et plusieurs de ses résidences restantes furent placées sous surveillance financière. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il s'installerait bientôt, à l'étranger peut-être, dans une propriété privée au Portugal. Il vit en exil sans nom, notait le Télégraphe. Ce n'est pas un exil décrété, c'est un exil de vérité. Pour le roi Charles, le défi était existentiel. Chaque nouveau titre, une dynastie en doute. La Grande-Bretagne peut-elle encore faire confiance à la couronne, miner la crédibilité de l'institution? Il aurait déclaré en privé à son personnel « Nous avons survécu aux guerres, aux abdications et aux divorces. Mais pouvons-nous survivre à la transparence ?» Ce commentaire divulgué au Guardian résumait parfaitement le paradoxe à une époque qui exige la transparence. L'identité de la monarchie repose sur le mystère. Au milieu de cette tourmente, les constitutionnalistes débattaient de la viabilité à long terme de la monarchie. Le professeur David Cannadine de l'université d'Oxford observait « Il ne s'agit plus seulement d'Andrew, il s'agit de la fragilité de la légitimité héritée. L'ADN a rendu la filiation vérifiable mais aussi douloureusement responsable. D'autres soutenaient que la monarchie pouvait encore perdurer à condition de s'adapter. Il soulignait la capacité de la couronne à se réinventer après la mort de Diana et le départ des Sussex. Mais rares étaient ceux qui niaient que 2025 marquait un tournant. Le scandale s'est répandu à l'échelle internationale grâce à la culture populaire. Les plateformes de streaming se sont empressées de produire des documentaires. Netflix a annoncé une nouvelle série d'enquêtes intitulée Bloodlines, le fils secret de Windsor, tandis que les médias allemands préparaient des rétrospectives sur la vérité et la tromperie royale. Même les animateurs de films de fin de soirée qui avaient tourné l'affaire en dérision quelques semaines plus tôt la considéraient désormais comme un cas d'école d'effondrement institutionnel. Au milieu de l'été, la frénésie commença à retomber non pas parce que les gens s'en désintéressaient, mais parce que la vérité était devenue indéniable. La monarchie subsistait mais différemment. La mystique était brisée, le pouvoir était redéfini. Les analystes décrivaient la couronne comme entrant dans une ère post-romantique, une ère où la révérence était remplacée par la surveillance et le cérémonial par l'explication. Et pourtant, au milieu de la dévastation, certains entrevoyaient un renouveau. La monarchie débarrassée de ses illusions allait enfin pouvoir affronter ce qu'elle avait boudé pendant des siècles, la réalité humaine derrière la couronne. Comme le concluait un commentateur de la BBC, ce n'est peut-être pas la fin de la monarchie, mais le début de la monarchie en tant que vérité. Il était des idiots. Une question lancinante persiste cependant dans le débat public britannique. Si la transparence est devenue la nouvelle référence en matière de légitimité, une institution fondée sur le secret hérité peut-elle survivre? La réponse pourrait déterminer non seulement le sort des Windsor, mais aussi l'avenir de toute institution qui croit encore pouvoir inspirer la loyauté sans gagner la confiance.